Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Aujourd'hui, dans le social, mais on va parler tout à l'heure de la conférence de presse de l'UTS-UGTG, puisque vous savez qu'il y a encore des problèmes autour de ce qu'on appelle les suspendus, puisque le tribunal administratif a pris des décisions qui ne sont pas du goût de l'UTS-UGTG. On entendra en parler. Ensuite, on parlera du comité de pilotage du Nord Grande Terre. Charles Diagonia était sur place et nous ferons un petit compte-rendu. Un micro-trottoir sur que pensez-vous du projet du gouvernement français sur l'aide active à mourir, ce qu'on appelle l'euthanasie. On a interrogé des gens dans la rue, savoir est-ce qu'on laisse les gens mourir quand ils le souhaitent. C'est une bonne question. Et puis on ira à la cérémonie du SDIS, puisque le nouveau préfet était là, Solène Fèvre était sur place. Sinon, nos invités aujourd'hui, eh bien, on va recevoir l'association CKB. On va savoir c'est une activité en famille, on va savoir qui est membre de cette association et pourquoi, puisqu'on a avec nous Kelly Poloteo, bonjour. Bonjour. Et on a aussi avec nous une autre invitée. Ah tiens, son nom n'est pas là. Elle va préciser. Comment elle s'appelle? Alors c'est Ruben Meredith et je suis chargée de communication au sein de l'association. De l'association. Voilà. Et votre prénom c'est? Meredith. Meredith. Bon. Ah bon, il n'y a pas de mi dans le CKB. Non. Bon, et puis un peu plus tard, on va recevoir Eddy Compère et Gérard Gros. Et Gérard Gros, c'est un pianiste, musicologue. Il va avoir un concert, on en parlera tout à l'heure. Et puis en fin d'édition, Emmanuel Gann, qui est un réalisateur, cinéaste. Il a fait une série, on va en parler avec lui tout à l'heure. Voilà un petit peu le sommaire. Est-ce que l'UTS est déjà prêt? On peut passer? Oui, ben, tout de suite, on va y aller, voir un peu ce qui se disait tout à l'heure. La conférence de presse n'est pas terminée, j'y reviens. C'était au BIC, près du CHU. Un petit extrait, Gabi Calavier. Dans le CHU, puis pour essentiel la mobilisation là, parce que ça va concerner le CHU, plusieurs centaines d'agents. Quand il a fait pour presser ça bon matin là, il y avait des témoignages à des camarades qui là, du CHU, le secteur privé, mais également du CHUT, pour voir ça, c'est un petit peu sentiment par rapport à via la HAS, qui paraît le 30 février passé, 30 mars passé. L'État finalement constaté que compte tenu des diminutions en pandémie là, épidémie là, et singulièrement le fait qu'il n'y a pas de pression hospitalière, pas de pont barrière barrière encore qui est posé, pas de correct le contrainte, donc bien évidemment l'obligation vaccinale a venu tomber de fait. Alors quand il rappeler simplement avant de commencer, contrairement à ça vous peut penser, l'obligation vaccinale telle que située par le 5 août 2021, à l'article 12 à l'OALASA, nous ne pouvons pas prévoir. Et après avis à la CS, le gouvernement il y a un décret qui a levé l'obligation vaccinale pour toute partie de territoire, toute partie pour se concerner. Et ça veut dire qu'il y a pas une faculté dorénavant que le gouvernement a tiré. Ça prévu à nos propres lois. Et ça a confirmé également en juillet 2022, là également la loi là c'est à dire que bien évidemment, une fois que la CS est parce que si c'est les matchs là, nous sommes capables encore de ne pas mettre nous à de postes là que nous payons là. Parce que depuis 18 mois, ils passent en l'hôpital, en l'hôpital propreté. Nous foutez-nous des roissons ailleurs, pas droit aux ascédiques ailleurs. Et bien nous, chaque 18 mois, nous pouvons encore pour nous faire rentrer correctement. Donc demain, nous allons rencontrer. Donc nous allons rencontrer deux fois, évidemment. Deuxième fois là, il y a tout un salle là, dit nous comme ça, les chefs de clinique qui ont parlé. Il y a tout comme ça, dit nous comme ça, nous n'y raison. Il y a tout c'est des médecins. Et il y a tout devant nous, il dit nous, mais qui va vous dire dans cette salle que vous n'avez pas eu raison de ne pas vous faire vacciner? Personne ne pourra vous le dire. Mais demain, nous allons retourner à 15h. Et c'est nous qui avons dit de quelles conditions que nous voulons reprendre le travail en nous. Parce qu'il ne faut pas oublier, ils ont coupé mutuelle à certaines personnes. Derrière mutuelle, parce que ça représente ces mutuelles d'entreprise. Donc derrière mutuelle, en moins, ni Timoun en moins, ni Marie en moins, ni toute une famille derrière une mutuelle. Là, on coupe une mutuelle en moins, on coupe nous toutes. Donc ça aussi, nous allons demander à régler ça. Nous allons demander aussi retraite en nous. 18 mois, nous pas travailler, 18 mois retraite en nous reculer. Ni monde parmi nous là qui était capati, en est là. Et bien là, nous, il fait simulation de retraite et tout, il bloquait, parce que quand manqué yo,
les mois qu'ils n'ont pas de travail. Et bien ça aussi, il y a que devoir régler. Voilà, c'était donc cette conférence de presse, je vous l'ai dit, de l'UTS-UGTG sur la question des suspendus. On y reviendra bien évidemment, puisqu'on a entendu Gabi Clavier, on a vu aussi Mme Roselyne Saint-Marc, qui sera notre invitée la semaine prochaine. On saura un petit peu plus, que demain, il y a une rencontre qui est prévue entre l'UTS et les responsables des cliniques privées. Mais de plus, Yoja avait dit, s'il n'y a rien pas changé, il y aurait mettre ça plus raide, comme on dit. Donc, s'attendre à ce qu'il y ait des mouvements sociaux dans le secteur de la santé en Guadeloupe. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, on va recevoir l'association CKB. C'est la présidente ? Non, la responsable. La responsable et la chargée de communication sont avec nous. Alors, première chose, c'est quoi ce sigle CKB ? Alors, CKB, c'est très simple. On est 3 sœurs à avoir créé cette association et ce sont nos initiales. On a voulu trouver une appellation qui nous correspondait le plus par rapport à ce qu'on propose. Et donc, le C, c'est le C de Karine, qui est ma grande sœur. Le K, c'est moi, de Kelly. Et le B, c'est Betty. Voilà. Alors, quel est le but de CKB? Puisque visiblement, je vois des activités en famille, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, on est un espace où on peut venir en famille. On est surtout un espace de vie sociale. Donc, on a une mission importante autour du lien social. On propose des activités inclusives. On permet à chacun de venir partager des moments de qualité, seul ou accompagné. On donne la possibilité à tout un chacun de venir développer des compétences, de découvrir ce qui se fait également sur la Guadeloupe, puisqu'on propose des ateliers divers et variés. On fait de la couture, du théâtre, du bricolage. On a également des actions autour de la santé et du bien-être, et des temps d'information et d'apprentissage, des cours de langue, voilà. On a donc on est espace de vie sociale et on est également tiers-lieu parce que on met en place des actions pour soutenir l'insertion professionnelle de publics cibles. On a une action phare avec en partenariat avec le conseil départemental autour des ateliers parcours d'insertion pour permettre aux personnes bénéficiaires du RSA à travailler d'abord sur la levée des freins à l'embauche et ensuite à voir comment, à partir de ce qu'on peut partager avec eux, eh bien, ils peuvent redéfinir un projet professionnel qui leur ressemble. Alors, la chargée de communication est là aussi aujourd'hui, et c'est tant mieux. En ce qui concerne cette association, j'ai vu qu'on parle d'Erasmus aussi. Oui, exactement. Alors, Erasmus, c'est l'opportunité pour les jeunes de la Guadeloupe qui ont entre 18 et 30 ans de pouvoir partir dans toute l'Europe, de voyager, de découvrir de nouvelles langues, de nouvelles cultures. Et tout ça grâce à ce programme que CKB promouvoit, bien évidemment. Oui, d'accord, mais dites-moi, est-ce que ces jeunes-là, quand ils partent, ils reviennent? Bien sûr. C'est l'objectif. Oui, parce que... Faut pas faire mon abattue. Non, justement. Alors la mission que notre association se donne par rapport à ces programmes, c'est d'offrir cette opportunité de vivre une mobilité soit dans la Caraïbe ou bien au niveau de l'Europe. On sait à quel prix, quel est le coût approximatif en tout cas des billets pour pouvoir se déplacer, soit pour des loisirs ou bien de la formation. Et l'opportunité qu'on offre avec les programmes d'Erasmus, eh bien, c'est certes de partir dans des pays tels que, je sais pas, on a eu des départs en Grèce, en Italie, en Allemagne. On a également des départs sur Saint-Martin. Oui, et ils reviennent. Le billet retour est payé. Voilà, ils vivent d'abord un échange interculturel autour de thèmes divers et variés qui vont leur donner la possibilité de développer des compétences transversales, d'apprendre de nouvelles pratiques, de partager surtout des pratiques qui ne sont pas forcément connues par nos partenaires. Et ils reviennent, bien sûr, avec d'autres perspectives d'évolution, avec de nouvelles idées, avec des envies de développer des actions sur le territoire. L'objectif, c'est vraiment de les faire partir, de faciliter la mobilité et ensuite qu'ils puissent revenir ici. Il y a quelque chose qui est prévu pour la Martinique dans les jours qui viennent, c'est ça? Exactement. Donc, du 17 au 18 avril, on a un voyage... 17 au 28 ou 17 au 28. Excusez-moi. Du 17 au 28 avril, on a du coup un voyage qui est prévu pour les jeunes entre 18 et 30 ans. Donc, si vous faites partie... Ça intéresse qui Alors, c'est les personnes intéressées, les personnes intéressées par le sport. Donc, si vous n'êtes pas forcément de grands sportifs, c'est vraiment le plaisir du sport, vraiment. Donc, du 17 au 28 en Martinique. Et
comment on s'inscrit Alors, c'est la chargée de com qui gère la question. Non, pas forcément. Moi, je suis vraiment là pour la communication. Oui. Mais, donc, CKB organise les départs, mais c'est vraiment avec... donc, vous venez et on a un temps vraiment d'échange avec les jeunes qui viennent pour être sûr de leur envie de partir et pour savoir si vraiment ils souhaitent partir pour pouvoir partager leur savoir. Si Alors, peux je préciser. pose... oui. Voilà. Alors, pour précision, ce qui est à retenir, c'est que le critère premier pour les jeunes intéressés, c'est d'abord l'âge. Oui. Il faut vraiment avoir entre 18 et 30 ans. Donc, désolé, monsieur Wallis, hein, Donc, vous je pourrais pas y vous aller. ne pourrez pas partir. Non, je Voilà. ne pourrais pas y aller. Non, je suis exclu. Pour ce départ-là, non, vous ne pourrez pas partir, vous restez Ouais, ici. d'accord. Donc c'est l'âge et ensuite c'est la disponibilité. Oui. Ensuite on fait un entretien pour évaluer si le jeune se sent prêt à quitter son environnement et pour intégrer un groupe qu'il ne connaît pas forcément. Est-ce qu'il a cette motivation à découvrir des activités, On à envoie des participer? images, c'était quoi Alors, ce sont des départs qu'on a pu faire les années précédentes, ou cette année, je crois. Hein. On a eu à organiser des échanges de jeunes en Guadeloupe, mais également avec nos partenaires dans la Caraïbe ou en Europe. Et là, je crois que c'était au Moule. Voilà, on a fait un échange au Moule autour de l'entrepreneuriat des jeunes. Et voilà, donc les jeunes en question, donc la dernière est originaire de Guadeloupe, mais parmi les jeunes qui sont sur la photo, vous avez des jeunes de Bulgarie, de Pologne, d'Espagne, de Grèce, donc on a des jeunes de tout horizon. Et la langue Alors, la langue, c'est quoi à ce moment-là? La langue, c'est l'anglais. L'anglais. Alors, pas d'inquiétude pour les jeunes qui écouteraient ou pour les parents qui sont attentifs et qui peuvent se dire, tiens, je vais envoyer mon jeune. Mais il ne parle pas anglais. Ben, c'est pas grave, c'est pas un frein, parce qu'on a besoin bien souvent d'être en immersion pour progresser plus rapidement. Donc la langue n'est pas un frein, on peut très bien, avant départ, faire un petit rafraîchissement, une petite mise à niveau sur bonjour, comment tu t'appelles, voilà, des notions simples. Et ensuite, une fois qu'on est en immersion, eh bien, on se force à parler. Hein, tout simplement. Mais alors, si je comprends bien, vous faites dans les deux sens, vous envoyez les jeunes à l'étranger, mais vous en recevez aussi. On organise avec nos partenaires des échanges ici. Des échanges Ouais. Et, de tous les pays? Tout à fait, de tous les pays. Oui. Alors pour préciser, pour être encore un peu plus précise, on a 3 types de programmes. On fait donc les échanges de jeunes, donc celui dont on a parlé tout à l'heure pour la Martinique, qui d'abord est un échange interculturel pour découvrir d'autres cultures, partager sa culture et voir en quoi notre culture guadeloupéenne est extrêmement riche et sur quoi on pourrait apprendre et échanger. Échange de jeunes pour les 18 à 30 ans. On a également les échanges pour les formateurs acteurs de jeunesse. Donc pour les 18 et plus, donc là vous pourrez partir, monsieur Anthony, voilà, pour développer les compétences professionnelles. Donc il y a des possibilités de partir pareil auprès de nos partenaires pour développer ces pratiques professionnelles. Et le dernier concerne le Corps européen de solidarité. Donc là on donne la possibilité aux jeunes de vivre une immersion dans un pays partenaire. Immersion pendant combien de temps? Voilà, donc la durée varie entre 1 mois jusqu'à 12 mois, donc jusqu'au 30e année d'anniversaire. Donc les jeunes de 18 à 30 ans peuvent partir et tout est pris en charge. Pour tous ces départs-là, tout est pris en charge. Par qui prend en charge? Alors, c'est des programmes financés par des fonds européens, donc tout est pris en charge. Ouais. Oui. Donc, vous travaillez avec... Alors, l'autre chose, est-ce que votre association, elle entre dans ce qu'on appelle l'ESS? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui, puisque notre mission première, elle est vraiment de pouvoir encourager la cohésion sociale. Et puis, on a des activités plus économiques. Alors, vous avez toutes sortes d'activités, visiblement. Photo, sculpture, bricolage, couture, théâtre. Ouais. On a des actions variées. L'idée, c'est de proposer un large panel d'activités pour qu'ensuite, chaque personne se dise, tiens, je vais tester ça et je vais voir si ça me plaît. Mais c'est à l'intérieur de l'association que ces ateliers ont lieu ou à l'extérieur? Alors, le plus souvent, on le fait dans notre espace à Petit-Bourg, dans les hauteurs de la Lézarde. Sinon, on peut également, à la demande, se déplacer pour effectuer un atelier auprès d'un groupe. On est par exemple actuellement partenaire sur la cité éducative du sud Basse-Terre et
on est amené à faire des ateliers pour encourager le lien parental dans le lycée LPO de Rivière-des-Pères et le collège Jean Jaurès de Baïf. Et le collège Jean Jaurès, c'est à Baïf, ça? Oui, collège Jean Jaurès de Baïf. Oui, et le lycée Nicolo, c'est bien ça? Le lycée Nicolo, tout à fait, voilà. Je connais quand même. Très bien. Alors, et l'association fonctionne toute l'année? Toute l'année? Oui. Et on a quand même des congés. Donc, je vous invite à appeler en juillet. On ferme juste en juillet de mi-juillet jusqu'à mi-août. Mais d'une manière générale, on est ouvert du lundi après-midi jusqu'au samedi matin. Oui. Et donc, les membres de l'association sont de vrais professionnels, visiblement? Non, pas du tout. Les membres sont tout... Il n'y a pas de statut professionnel chez vous? Alors, pour animer les ateliers? Oui, pour animer les ateliers, oui. Après, toutes les personnes qui sont membres de l'association participent sans avoir forcément de critères arrêtés. C'est des bénévoles? Il y a des bénévoles, tout à fait. On a des bénévoles. On a vraiment un public qui est assez large. Bon. Alors, dernière chose, pour les mois qui viennent... mai, juin, avant juillet, qu'est-ce qui est prévu? Je ne sais pas si c'est Meredith qui va répondre. Je vais répondre. Oui. Meredith a bien répondu. Donc, on a donc le départ en avril pour la Martinique. Oui. On a un autre départ en mai pour sud de la France. Toujours un échange Erasmus pour échanger autour de la permaculture, l'agriculture. Et puis, pour juillet, on a un échange en Espagne autour de la danse. Donc ça, ce sont les échanges Erasmus, d'accord? Pour des jeunes, toujours, 18 à 30. Donc les jeunes qui écoutent. Le contact, c'est quoi? Alors, c'est 06 90 08 00 50. Ou par mail, mais vaut mieux par message. Et puis, on a d'autres activités. Là, on a notre club d'art qui a repris. On a les ateliers de théâtre qui ont lieu tous les vendredis. On fait de la couture. Au local, c'est vous? Au local, ouais. Bricolage. D'accord. Et j'imagine que vous participez chaque année à la fédération des associations qui se fait à Petit-Bourg, enfin le village des associations. Oui, effectivement, tout à fait. On y participe, donc on y est présent. Je crois que le village se tient au mois d'octobre, donc on est présent. Chaque année? Oui, chaque année. Ouais. Vous êtes présent. Bien, ben écoutez, CKB, on peut le baisser bien. Ben merci. Ouais. Et on vous remercie d'être venu, Meredith et Kelly. Merci. Merci d'être venu. On continue et on va tout de suite à l'actualité. Comité de pilotage du pli du Nord Grande Terre. Charlie Dagonia, reportage, on regarde. Merci. Oui, c'est une très belle séance de travail dans le cadre de l'insertion. Donc, avec tous nos partenaires institutionnels, le sous-préfet est présent, la région est présente, le département est présent. Et puis nos partenaires de Pôle emploi, de la CAF, de la mission locale. Donc c'est une séance qui nous a permis de toucher du doigt les problématiques de l'insertion de l'emploi. Et puis, vous savez aussi que c'est une séance qui nous a permis d'évaluer aussi les travaux que le pli du Nord Grande Terre accomplit avec sérieux, avec obstination. Et puis, les résultats sont là dans le cadre de l'intégration et de l'insertion des jeunes sur le territoire du Nord Grande Terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pli Nord Grande Terre est exemplaire en Guadeloupe. On aimerait l'avoir sur tous les territoires. Le partenariat déjà qui est fait avec l'ensemble des collectivités de Nord Grande Terre, les services de l'État, du département, de la région, les partenaires économiques et sociaux du territoire. Et donc ce travail de fond, dans la continuité et dans la durée, produit tous ces effets comme vous l'avez vu aujourd'hui. Il fallait finaliser les choses avec la mission locale. Et donc c'est un partenaire supplémentaire qui vient s'ajouter à cette action pour l'insertion des Nord-Grande-Terriens, de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Et donc, nous donnons les moyens, en tout cas, d'apporter des réponses et de pouvoir permettre à ces derniers, tous ceux qui sont en tout cas dans la démarche d'insertion, de pouvoir s'insérer. Et à travers l'exposition qui a été faite sur le bilan des actions du pli Nord-Grande-Terre, c'est une fierté, je dirais. Et comme on l'a dit, souvent on entend parler de ce qui ne se fait pas, mais l'important aussi,
de mettre en avant les choses qui fonctionnent pour que tous ceux qui s'adonnent à ce que cela fonctionne puissent continuer. Et en disant ça, je pense particulièrement aux agents qui se donnent les moyens, qui travaillent pour leur salaire, hein, et qui accompagnent ceux qui sont dans la difficulté. Et bien sûr, nous les élus, on dira qu'on est dans la logique de notre mission et de notre implication politique. Voilà, fin de la première séquence du ZCL News. On se retrouve tout de suite après la pause. On aura avec nous d'autres invités, notamment M. Eddy Compère et M. Gros. On va parler musique dans un instant. Restez avec nous. Voilà, deuxième séquence du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir un musicologue, M. Gros. Bonjour. Bonjour. Et un musicien d'abord, organisateur, plus responsable de Sonis, M. Eddy Compère. Bonjour aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Et on est bien content de recevoir ces gens-là parce que ce sont des gens qui ont des choses à faire et qui disent... Alors, première chose, je demandais au musicologue son point de vue général, global, comment se porte la musique guadeloupéenne en ce moment? Eh bien, on va dire qu'elle est bouillonnante, elle se cherche et puis elle creuse de plus en plus. On avance dans les différences s'affirment et aussi la personnalité globale de notre musique guadeloupéenne. Elle se porte bien, dirons-nous. Se porte bien? Oui, elle se porte Alors, bien. par contre, il y a moins de production discographique en ce moment. Il y a moins, quoi? oui, exactement. Et nous avons moins de disques, mais et en termes de qualité, il y a une baisse, notamment au niveau de ce que nous avons observé au niveau de la commission de la SACEM. Il y a une baisse de la qualité, même si en nombre, oui, il y a beaucoup de dépôts, mais il y a une baisse de la vigilance au niveau de la créativité. C'est lié au fait que peut-être que les grands producteurs ont disparu et qui pouvaient gérer un petit peu et que maintenant c'est pratiquement de l'autoproduction qui se fait. Je crois que c'est lié à beaucoup de facteurs, notamment à la modernité, la possibilité de créer... Tout le monde peut tout faire. Peut tout créer, l'exigence est moins grande. Donc il y a cela, si vous voulez, il y a, sur le plan quantitatif, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qualitativement, on doit chercher. En même temps, il y a des réflexions de fond qui se tient et c'est ce qui est un peu rassurant. Bon, alors, je me tourne vers M. Compère. Lui, il a été pendant longtemps organisateur et je vois que les organisations... Mais oui, il faut le dire, les événementiels reprennent dans le domaine de la musique, etc. C'est reparti, là. Oui, ça reprend. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tissu même artistique et culturel de la Guadeloupe et des Antilles est en train de reprendre. C'est vrai qu'il y a une baisse au niveau, peut-être, comme disait M. Gros, au niveau de la qualité. Mais c'est l'environnement même de l'industrie culturelle et de l'industrie artistique même qui a pris un coup. Il y a des pans de métiers qui disparaissent. Aujourd'hui, on n'a plus de disquaires, par exemple. Ouais. Vous venez de le dire, M. Zandonis, il y a peu de producteurs capables de prendre des risques pour pouvoir aider à la création. Les grands studios ont disparu. Les grands studios ont disparu. Et je crois que c'est toute une filière qui a été touchée par cette modernité, si on veut le dire entre guillemets, puisque aujourd'hui, avec un ordinateur, avec un logiciel, on peut sortir une création. Et forcément, peut-être que ça a des effets sur la qualité de cette création que nous sortons. Mais paradoxalement, quand on regarde au niveau international, notre musique, le zouk ou encore le jazz caribéen ou encore la musique traditionnelle guadeloupéenne continue à rayonner vers le monde puisqu'on a toujours des demandes, nos producteurs ou encore structures culturelles, d'avoir des artistes guadeloupéens sur des scènes internationales. Alors, donc, on va parler un petit peu de ce cosmopolitisme esthétique, puisque c'est un débat, une journée d'études du GRIM. Alors, explication, parce que c'est important de nous expliquer ça un peu. Alors, le GRIM, c'est un groupement de recherche sur la musique interdisciplinaire, interlaboratoire et international. Ce sont donc des chercheurs qui se réunissent et qui travaillent autour de thématiques touchant à la musique. Des chercheurs de tous vos horizons, notamment la France, le Canada, l'Afrique, et ce sont donc en général des universitaires donc, qui ont choisi de travailler sur le fond, sur les questions de fond touchant à la musique.
Interdisciplinaire parce que la musique ne doit pas être une discipline isolée des autres disciplines, et nombreuses, que sont l'histoire, que sont la littérature, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a une rencontre, une volonté de rencontre et de dialogue entre ces différentes disciplines. Alors, donc, cette année, donc, le 3e colloque est autour du cosmopolitisme esthétique, enjeux et débats, et qui va avoir lieu en Guadeloupe pour la première fois. C'est la première fois que ça se fait chez nous? C'est la première fois que ça se fait chez nous. Oui. Et grâce à des partenaires tels que le Centre Sonis, Cap Excellence, le CRIH, l'Université des Antilles, pour permettre cette rencontre ô combien importante autour de ce thème du cosmopolitisme esthétique. Oui. Voilà, ça va se tenir donc la semaine prochaine, donc le 12 et le 13 avril au Centre Sonis. Et nous attendons un maximum de personnes pour pouvoir bénéficier. C'est ouvert au grand public ou seulement aux spécialistes? C'est ouvert à ceux qui sont intéressés. Oui. Alors le colloque, les personnes qui sont intéressées par cela, qu'ils soient de tous horizons, par cette thématique du cosmopolitisme esthétique, seront les bienvenus. Oui. Seront les bienvenus. Je pose quand même la question, avant de revenir au Véridi, quel sera l'apport de la Guadeloupe au cosmopolitisme aujourd'hui? Alors, l'apport de la Guadeloupe, en tout cas pour ce colloque-là, nous avons plusieurs interventions de chercheurs guadeloupéens. Notamment, nous avons Marie-Léna Lomuno, qui sera spécialiste du Gouka et de l'histoire du Gouka, qui va donc traiter de la question de la modernité, Gouka et modernité. Nous aurons aussi Guy Fromager, sociologue et chercheur, qui va aussi intervenir, ainsi que moi-même. Et puis, nous aurons donc 3 personnes guadeloupéens qui seront là-dessus et qui sont particulièrement sensibles aux questions. J'oubliais, nous allons avoir aussi une autre personne qui, autour du slam, que je vous dise, je ne dois pas oublier, Sarah Couvin. Où commence le cosmopolitisme du phénomène slam qui sera aussi présente. Donc, alors, je reviens vers Eddy. Ça se passe à Sounis. Qui a impulsé cette opération? C'est Sounis ou bien Soumis, c'est justement pour recevoir? Alors, c'est un partenariat avec Gérard Gros, qui, il faut le dire aussi, qui est aussi enseignant à Sounis. Ah oui, on le suit. Oui. Et qui est doctorant et qui fait partie de l'équipe. Donc, c'est un partenariat avec le GRIM, avec l'Université de Marseille et avec Gérard. Je crois que nous, le Centre culturel Sounis, nous posons avec Cap Excellence au cœur même du débat du cosmopolitisme. Et nos musiques, nos esthétiques ont des choses à dire au monde et nous faisons partie de cette universalité qu'entraîne justement ce cosmopolitisme en matière artistique et culturelle. Donc pour nous, c'était naturel et tout à fait normal de se positionner avec le CRIM et avec M. Gros et avec Nicolas Darbon, Le Fur et les autres chercheurs dans cette direction où on a besoin de poser les problématiques de ce monde, de cette société. Et nous, Sounis, Cap Excellence, c'est tout à fait naturel que nous participons, que nous sommes partenaires avec le GRIM et les autres institutions de ce colloque. J'invite l'ensemble des Guadeloupéens, l'ensemble des artistes, le monde culturel à venir participer à ce colloque, puisque il y a des choses, on a des choses à dire. On n'est pas isolé du monde. On fait partie de ce monde-là et nous avons à apprendre du monde, mais le monde aussi à apprendre de nous et à apprendre de nos esthétiques. Oui, alors je vois qu'il y a une masterclass pour les jeunes et pour les moins jeunes. Tout à fait. Il y a 2 masterclass animées par Gérard. Oui, une première masterclass pilotée par Guy Le Fur, qui est docteur de Marseille et qui va s'adresser à des enfants, un public d'enfants. Des enfants qui sont déjà musiciens ou qui ne le sont pas encore? Alors, qu'ils soient musiciens ou intéressés par la musique. Mais généralement, ce sont des enfants qui ont déjà une pratique, qui ont déjà commencé à prendre des cours, notamment les élèves, etc., qui sont les bienvenus pour découvrir une approche d'un univers musical particulier par le biais de l'écoute, par le biais de l'observation, aussi par le moyen du geste musical. Le geste musical, c'est celui
qui produit l'objet sonore, geste musical, objet sonore. Donc, un éveil sur ces questions-là qui ne va pas se faire uniquement sur les instruments de musique, mais aussi sur les objets qui entourent, les objets qui nous entourent peuvent générer des sons, peuvent être générateurs de sons par l'action humaine, comme l'ont défendu des gens comme Pierre Schaeffer, etc., en musique contemporaine, où on va chercher musique à travers les différents objets qui nous entourent. Là, ça va être particulièrement intéressant le matin pour les enfants. Et l'après-midi, nous aurons un public d'adolescents et d'adultes où les instruments de l'orchestre symphonique seront présentés, de visu, écoutés, entendus, expérimentés et par le geste musical. Et il y aura interaction entre ces deux-là, c'est-à-dire les instruments, disons, conventionnels de l'orchestre et le son qui nous environne. Donc il y a là une dimension expérimentale particulière. Oui. Je pose quand même la question, j'ai la réponse. Il n'y aura pas un petit concert à la fin, non? Forcément, puisqu'on aura des musiciens, on aura des artistes. Mais je crois que pour conforter un peu les propos de Gérard Gros sur le masterclass, il s'agit aussi de faire toucher à nos enfants, hein, ce qu'on appelle tout ce qui est des esthétiques sonores et tout ce qu'on peut faire aussi à travers la sonorité, avec le son, avec l'habillage qu'on peut faire, avec tout ce qu'on peut, le spectre au niveau de la dimension même du son. Je crois que c'est des masterclass à venir découvrir, à participer. Et l'avantage, c'est d'ouvrir à deux publics, un public d'adultes et un public d'enfants et de jeunes. Je crois que nous sommes dans cette dimension où le Centre culturel Solis, au-delà de l'apprentissage et de l'éducation, de la formation artistique que nous donnons, nous nous inscrivons aussi dans cette continuité de recherche sur ce que propose toute cette sphère artistique et culturelle et musicale. Donc c'est une continuité et c'est une volonté aussi de notre part d'ouvrir le centre à ces esthétiques, à ces recherches et accompagner ces chercheurs. Nous avons besoin d'ouvrir vraiment, comme on dit, cette vision et de ne pas être réduite à une vision que l'artistique, le culturel, c'est que la scène ou encore c'est que... Voilà. Gérard Gros, vous êtes enseignant en musique et vous êtes musicologue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous apprenez à nos jeunes en termes musicaux? Est-ce que c'est du classique, de la begin, comment ça se passe un cours avec vous? Alors c'est tout cela aussi. C'est d'abord tout cela. La musique est un environnement extrêmement pluriel dans lequel il y a la musique vocale, la musique instrumentale. Dans l'univers des instruments, il y a un pléthore d'instruments. Il y a aussi la dimension de l'écriture, la dimension de la lecture, de l'analyse, la dimension de la réflexion, de l'écoute et du jeu, de la pratique individuelle, la pratique collective. Donc cette discipline est tellement grande. Moi, je suis donc professeur de formation musicale, spécialisé en formation musicale, mais aussi de clarinette et de saxophone. Donc, je passe beaucoup de temps auprès de mes élèves, de mes étudiants, pour leur faire savourer, goûter, observer, toucher les phénomènes musicaux et ce que ça peut apporter à l'être, à l'individu. Oui. Voilà, et les jeunes, vous sentez que, comme on dit, que la transmission se fait et que les générations qui viennent seront aussi bonnes que vous l'êtes aujourd'hui? J'espère meilleur. Nous sommes dans une société très très sensible à la dimension de la musique, du son. Nous sommes une société de son, beaucoup. Et il y a une grande écoute des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a le jeune en tant que jeune, mais il y a aussi l'adulte qui aussi, par la musique, a accès, si vous voulez, à un univers peut-être auquel il aspirait, auquel il n'a pas pu. Alors, donc les cours de musique qui sont dispensés sont non seulement pour les enfants, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Parce qu'on peut faire musique à tout âge, découvrir ces univers-là, découvrir les joies, les plaisirs que cela fournit par la pratique de cet art-là. Parce que je vois ce qui se passe au lycée Carnot, qui a été présenté comme... au niveau général, au niveau de la France même, que l'une des plus grandes réussites de la formation musicale, et les jeunes là
d'après ce que la prof qui s'occupe des élèves me disait, chaque année, elle a 100% pratiquement de réussite. Hein. Tout à fait. Et nous sommes partenaires avec le lycée Carnot, nous, le Centre culturel Sonis. D'ailleurs, ils sont actuellement à Sonis en train de passer leur bac et les épreuves du bac. Mais je crois que ce que disait M. Gros, il faut rajouter que au-delà de la transmission, il y a cette volonté de vouloir parfaire une éducation artistique et culturelle. Quand je dis parfaire cette éducation, c'est d'aller sur une pédagogie d'apprentissage et de pratique pour ces élèves. D'ailleurs, nous, au niveau de Sonis, au niveau de Cap Excellence, nous sommes sur un projet de conservatoire, nous sommes déjà bien avancés. Ah bon? Oui, nous sommes vraiment bien avancés sur un projet de conservatoire. Nous avons déjà les premiers résultats d'une étude sur la mise en œuvre d'un conservatoire au Centre culturel Sonis. Un conservatoire guadeloupéen ou inter-caribéen? L'idée déjà, c'est de positionner ce conservatoire au niveau de la Guadeloupe, avec bien sûr en relation, puisque déjà parmi le comité d'experts qui travaille avec nous sur ce conservatoire, puisque nous sommes aussi en partenaire avec le conservatoire d'Aubervilliers et de la Courneuve, nous sommes en partenariat d'ailleurs avec eux. Il y a aussi le conservatoire de Guyane, dont nous sommes aussi en relation étroite. L'idée, c'est de positionner ce conservatoire en Guadeloupe, évidemment en relation avec l'ensemble des écoles du territoire, pour permettre justement d'aller vers un référentiel d'enseignement et un niveau d'enseignement harmonisé avec le national. Nous avons de potentiel ici. Et quand on parle de la S2TMD, mais il y a aussi... il y a 3 semaines, 4 semaines, 3 élèves de Sonis en danse ont été envoyés au concours régional de la danse, ont été primés, ils ont eu les 3 premiers prix. Et ils partiront au concours national d'ici le mois de mai. Et après le concours européen. Et parmi ces danseurs et ces danseuses, il y a un élève qui a été repéré par les États-Unis qui leur propose de venir. Voilà, donc il y a un potentiel naturel chez nous. Hein. Maintenant, il faut que l'éducation et la formation artistique puissent nous entraîner vers vraiment ces excellences. Hein. Et puis, nous inscrivons dans cette idée de recherche, puisque nos musiques, nos esthétiques ont de quoi faire. Et quand on pose la question souvent, ouais, mais vous apprenez quoi aux enfants? Mais il y a aussi bien notre biguine que notre goka, que le zouk. Donc, il n'y a pas de petite musique, il y a la musique. Justement, j'allais y venir. Alors, un conservatoire, M. Gou, ça veut dire qu'il va falloir réunir le maximum de professionnels de la musique ici, qui existent ici ou ailleurs, pour pouvoir enseigner à transmettre. Précisément, de toute façon, toute organisation, notamment une organisation en termes de musique, il y a un cahier des charges, il y a donc des compétences à avoir pour les transmettre, il y a donc un circuit, c'est cela qui se fait, comme le dit Eddie Compère, hein, c'est ce qui est en train de se faire. Mais forcément, la chose, c'est, vous savez, on peut être musicien sans forcément être un transmetteur. Un pédagogue, c'est deux niveaux différents. La pédagogie est une discipline particulière où on apprend à transmettre aux individus et aussi aux personnes en groupe, si vous voulez, c'est particulier. Donc, maîtriser un art à quelque chose, mais aussi le transmettre à un autre. Oui. Notamment au niveau de la réflexion de la cosmopolitisme, nous avons un sujet, Sarah Couvin va examiner à l'intérieur de ce colloque où commence le cosmopolitisme du phénomène slam, par exemple. Elle met dans sa recherche le lien entre le slam et le cosmopolitisme, si vous voulez. Des questions élargies, si vous voulez, qui ouvrent l'esprit sur comment aller. Nous aurons la présence aussi du professeur Anna Kessa, qui vient de sortir un ouvrage, d'ailleurs. Qui vient de sortir un ouvrage, justement, et qui va être présenté. Hein, Casbé, polyphonie à l'ombre d'une humanité partagée. Monsieur le professeur Nakessa, qui est un grand pédagogue, chercheur, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup voyagé, qui a fait la Chine, enfin, il est africain d'origine, qui a fait l'Europe, qui a beaucoup cherché, qui s'est beaucoup investi aussi au niveau de la Caraïbe, au niveau de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, a écrit un ouvrage ô combien tout frais sorti que les personnes auront à découvrir à l'occasion de ce colloque-là. Ce sont toutes ces choses ô combien riches dont il s'agira de débattre à l'intérieur de ce colloque, de ce 3e colloque du GRIM.
Ça veut dire, Eddy, qu'au niveau culturel, Cap Excellence investit comme il faut. Ah oui, c'est une volonté politique de Cap Excellence ou d'être sur un territoire, de permettre à un territoire d'avoir un vrai développement en matière culturelle et artistique, avec un vrai schéma autour des équipements, mais aussi autour des contenus de ces équipements. Cette volonté, nous l'avons. Pour être dans la continuité, par exemple, du colloque, nous allons recevoir à partir, toujours à Sonis, à partir du 19 avril, des journées d'études, par exemple sur le numérique, l'identité, la musique identité et numérique, où on va présenter le résultat d'un travail fait par l'Université Antilles-Guyane en relation avec d'autres universitaires comme la Sorbonne, sur le travail qui est fait sur le cas, où on a le Magica qui a été nommé comme cela, avec des capteurs augmentés pouvant donner des sons complètement différents. Donc là aussi, dans cette continuité, nous avons cette présentation qui va se faire avec le groupe Concept Carbone et qui va utiliser cet instrument qui est sorti de nos universités de la Guadeloupe avec des chercheurs guadeloupéens. Donc nous sommes dans cette continuité où nous positionnons aussi bien des équipements, mais nous positionnons aussi bien un schéma de développement culturel sur un territoire avec un contenu pouvant satisfaire à la population, à la demande de la population, mais aussi à l'épanouissement de cette population. Nous sommes véritablement dans cette démocratisation culturelle qui ne reste pas chez nous un vain mot. Bien, écoutez, messieurs, on vous remercie. On prend donc mot pour mercredi et jeudi. Il y a encore temps de s'inscrire. Oui, on peut s'inscrire. Tout à fait. S'inscrire. Et peut-être je m'avance un petit peu, mais peut-être que ce serait bien, après ce colloque, de venir en faire le bilan. Tout à fait, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Et puis, juste de me permettre aussi d'annoncer, après cette période de colloque, nous avons un concert à Sonis, que deux amis que sûrement que vous connaissez, M. Zandonis, c'est M. Alex Jabot et Rudy Levallois, qui seront en concert chez nous aussi, exactement le 14 avril à 20h, avec des musiciens bien connus. J'ai envie de dire Sonis, vous prenez ballon. Voilà, en tout cas, merci messieurs d'être venus. Les rendez-vous est pris mercredi et jeudi pour cosmopolitisme des jeux sonores, découverte des instruments de l'orchestre. Et le lendemain, donc, il y aura ce masterclass pour les enfants à partir de 7 ans et à 9h30 et l'après-midi pour les plus grands. Merci d'être venus et puis le rendez-vous est pris. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la troisième séquence avec un cinéaste, un jeune cinéaste guadeloupéen, Emmanuel Kahn, qui a réalisé une série. On verra ça dans un instant, tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir dans un instant Emmanuel Kahn. Bonjour. Bonjour. C'est un jeune réalisateur vidéaste qui a monté une série. On va voir tout à l'heure un extrait. Avant, on revient à l'actualité. On a 3 sujets. Alors d'abord, le micro-trottoir qui a été réalisé. Demander aux gens ce qu'ils pensaient du projet de l'aide active à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie. Est-ce que quand quelqu'un est en fin de vie, il faut, oui ou non, pousser entre guillemets jusqu'au décès? C'est une question éthique, morale. Beaucoup de gens pensent que le gouvernement va un peu trop vite. Regarde un peu ce qu'ont pensé les gens dans la rue. C'est parti, Olivier Félix. Je reste très mitigée quand c'est une loi qui est proposée par notre président parce qu'il ne nous a jamais offert quelque chose de bien. Alors quand il nous dit qu'il est pour ce dispositif, il faudrait qu'on pose la question un petit peu à chaque personne parce qu'il y a des personnes qui préfèrent que vraiment leurs parents s'en aillent normalement, sans pour cela toucher à aucun médicament. Et moi, je suis pour cette technique. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué. Moi, je suis... c'est vrai que je ne suis pas pour insister pour garder quelqu'un de vivant. Après, voilà, le suicide assisté, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, c'est ça. Être contre, c'est être égoïste. Après, je ne suis pas vraiment pour parce qu'on ne voudrait pas voir partir peut-être un membre de notre famille et tout, mais être contre, je pense que c'est être égoïste. Je suis contre parce que quelqu'un qui... C'est Dieu qui nous a donné la vie. On ne fait pas ôter la vie comme ça. On attend l'heure quand il sera l'heure parce que chaque personne a une heure pour mourir. C'est mieux, je pense. Parce que ma mère était malade, mon papa était malade, on a laissé mourir, fini complètement. On a fait soins palliatifs.
On s'occupait d'eux. Personnellement, je ne suis pas pour. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont concernés, puis qui le sont. Donc je pense que chacun devrait choisir ce qu'il veut faire. Mais moi, je ne suis pas pour. Je suis pour. Parce que je vois pas pourquoi on ferait souffrir des personnes qui réclament à mourir, en fait. Ça souffre pour rien. Donc oui, c'est accepté dans d'autres pays, pourquoi pas le nôtre? Je suis tout à fait pour, puisque les gens qui souffrent énormément, pourquoi leur affliger le temps de rester en vie encore? Moi, tout à fait pour. Moi, je prends mon cas exceptionnel. J'ai des problèmes de santé. Si demain je suis amenée à être alitée, j'aurais bien aimé que mes enfants fassent le nécessaire pour moi, pour qu'ils ne puissent pas rester souffrir. Essayer de voir qu'est-ce que la loi veut mettre dedans. Parce que moi, je sais pas. Je sais pas toute la loi. Ne pas imposer quoi que ce soit, laisser les gens partir doucement, gentiment, tranquillement, comme ils le souhaitent. Je pense que la vie ne vient pas de nous et que nous n'avons pas à juger si quelqu'un doit partir rapidement, irrémédiablement. Il faut donner ce moment-là, laisser ce moment-là à la personne en question, laisser les gens partir normalement sans pour qu'il y ait de techniques préalablement définies. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va tout de suite partir vers O-News à Paris. C'est ce que vous savez, Boris Cessé, c'est notre correspondant là-bas. Son dernier sujet, avant de revenir vers notre réalisateur qui est avec nous. À tout de suite. Les ultramarins de l'Hexagone sont nombreux à créer leur entreprise dans des secteurs divers et variés aujourd'hui. Wesley a 30 ans, il vient de se lancer dans la restauration mi-rapide type plaisir antillais qui est située à Courbevoie et propose bouquet, poulet boucané au choix, colombo et bien d'autres recettes antillaises. Si les clients peuvent manger sur place, Wesley n'a pas écarté la livraison à domicile en utilisant les plateformes de Uber et Deliveroo. O-News est allé à la rencontre de ce jeune chef d'entreprise. Donc ici, il s'agit d'un restaurant entier, donc monté en famille. Donc ici, on fait cuisine poulet boucané, bokit, du colombo, l'haricot rouge. Il y a beaucoup de diversité. On essaie de moderniser la cuisine antillaise, faire quelque chose de généreux avec des belles couleurs qui donnent envie. Et puis les gens, ils aiment, ils reviennent. C'est ce qu'on veut, quoi. Alors, quelques détails sur ces plats. J'ai même vu du colombo ici. Bah, tout ça, c'est de la cuisine traditionnelle. Donc, comme je vous ai dit, on cuisine en famille. Mon père qui s'occupe du poulet boucané, qui fait ça depuis un certain moment, qui s'y connaît très bien. Ma mère qui s'occupe des plats plus traditionnels comme l'haricot rouge, le colombo. On met beaucoup d'épices, de légumes. Tout ça, c'est fait maison. Nous, on y met notre cœur. Voilà, on veut que les gens y reviennent, qu'ils aient envie, qu'ils se sentent bien chez nous. Et voilà, on essaie de transmettre toutes nos valeurs pour qu'on puisse réussir et donner du bonheur aux gens. Alors, j'ai vu beaucoup de bouquets défiler. Alors, il y en a gourmand pour cette recette. Les bouquets, les gens, ils adorent ça. En fait, c'est quelque chose comme d'assez simple, mais avec du goût. Donc, nous, en plus, on a notre façon de faire avec un bon pain maison. On rajoute quelques épices dedans. Et puis, le poulet, pareil, maison dedans. Les gens, ils adorent. En plus, c'est facile à transporter. Ils mangent ça sur le chemin, ils mangent ça au bureau, ou même avec les livraisons. Comme Uber Eats ou Deliveroo, ils se font livrer ça, ils mangent un sandwich au travail, ça va vite et c'est bon. Voilà, un petit problème de son quand même, de résonance qui nous permet de ne pas bien comprendre. Bon, alors, on va parler cinéma. J'ai dit qu'on reçoit Emmanuel Gann. Emmanuel Gann, c'est un Margantais, je ne me trompe pas, qui s'est permis, en prenant tout seul les choses en main, de créer une série. J'ai une série de 5 épisodes. Je présente un petit peu. J'ai vu ces épisodes et je vous assure que c'est intéressant. Alors, un petit extrait et puis on revient vers lui.
Voilà. Alors, Emmanuel, comment c'est parti cette histoire? C'est parti d'une histoire de l'envie déjà de se lancer dans le cinéma. Oui. Parce que je suis un amoureux de l'audiovisuel. Et c'est vrai que la série, c'est un format qui pour moi n'était pas assez exploité aux Antilles, notamment en Guadeloupe. Donc l'origine de tout ça, c'est un accident de moto que j'ai eu. Ah, c'est un accident de moto qui a déclenché, qui a été le déclencheur. Exactement, qui a été l'élément déclencheur parce que j'avais du temps, parce que ça demande énormément de temps pour créer ce genre de projet. Donc j'ai eu une convalescence de 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'ai créé un projet musical. Et autour du projet musical, je me suis dit, j'aimerais le promouvoir à travers un format original. Et j'ai eu l'idée de créer la série pour accompagner ce projet musical qui s'appelle Convalescence. Donc de là, j'ai écrit le script qui, justement, retrace une partie de ma vie, dont l'accident qu'on voit dans le premier. Parce que vous êtes dans le film aussi, il faut exactement, le dire. Oui, il est réalisateur et acteur. Exactement. Donc je suis l'acteur principal, donc je raconte une partie de ma vie. Et voilà d'où est partie l'idée, d'où m'est venue l'idée. Et je me suis fait accompagner de professionnels pour réaliser le projet. Alors, sous le titre quand même déterminé, je sais qu'à un moment donné, chez les jeunes, ce terme-là, il avait un sens réel, c'est déterminé, etc. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais moi, la détermination, c'est avant tout ce qui... c'est un moteur. Ça veut dire que tant qu'il y a de l'essence, tant qu'il y a de la vie, on peut y aller. Moi, ça a été vraiment pour moi... ça s'est traduit dans plusieurs choses. Déjà dans le fait que je me suis dit que même si je n'ai pas les moyens financiers, les moyens techniques, ni la connaissance, parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma, j'étais déterminé à réaliser quelque chose je voulais faire quelque chose qui me ressemble. Voilà. Je me suis dit, allez, j'y vais sans forcément tous les moyens à ma disposition, mais avec beaucoup de détermination. Et ça s'est manifesté tout au long du projet. Ça s'appelle déterminé. Et c'est vrai que, vous l'avez dit lors de la projection, que cette histoire... ce film, cette série, ce film, vous l'avez tourné avec vos propres moyens, sans aucune aide. Exactement. Avec des sponsors simplement. Des sponsors, on peut dire, avec beaucoup de bras, déjà. Beaucoup de bras, beaucoup d'amour, beaucoup de volonté, parce qu'on est une jeune équipe. Pour beaucoup, c'était une première expérience. Par exemple, le cadre qui s'appelle Boris Voltaire, c'est la première fois qu'il travaille sur le format. Notre ingénieur du son, justement, qu'on vient de voir, elle était assistante sur d'autres projets, mais là, elle était en totale autonomie. Et moi, en tant que réalisateur, c'était aussi ma première expérience. Donc, effectivement, on n'a pas été financé. Par contre, j'ai eu beaucoup de soutien de mes proches et de l'équipe technique qui m'a entouré, qui, eux, sont des professionnels et m'ont accompagné sur ce projet-là. Et ça a pris combien de temps? Alors, entre l'écriture et la diffusion du premier épisode, il faut compter 2 ans. 2 ans. L'écriture m'a pris environ 2 mois, parce que je me suis formé quand même en ligne. J'ai acheté un livre. Sur l'écriture du scénario. Exactement, qui s'appelle Comment écrire une série. Et je l'ai potassé. Ensuite, on a fait un casting. Ensuite, on a eu des répétitions d'acteurs qui a duré 2 mois. On était en plein pendant la période de barrage en Guadeloupe. Donc, on a eu quelques difficultés. Et la réalisation, le tournage a duré 2 semaines. Et voilà, le montage environ entre 4 et 5 mois. Donc, tout ça a duré 2 ans. Alors, juste un petit reproche, on ne voit pas beaucoup Marie-Galante dans la série. Alors, justement, Marie-Galante, c'est mon île de cœur. Moi, je suis né en Guadeloupe. Donc, c'est mon île de cœur, pardon. Et on m'a fait la remarque. On m'a dit, parce qu'au début, je voulais tourner à Marie-Galante. Mais ce qui se passait, c'est que ça engendrait des frais. Donc, notamment pour l'équipe de tournage qui devait se déplacer. Les retours, exactement, l'hébergement aussi. L'hébergement. Et il y a des ressources qu'on n'avait pas en local. Donc, si le projet est amené à s'étendre sur une saison 2, j'espère pouvoir tourner à Marie-Galante. Alors, l'autre aspect intéressant dans cette série, c'est le côté musical. Exactement. Alors, ça veut dire que Emmanuel Gane, vous étiez déjà un petit peu dans la musique urbaine avant même de faire le film. C'est avant tout, la musique urbaine, c'est mon domaine. C'est-à-dire que depuis petit, je crée, je produis, j'écris, je m'enregistre. Donc voilà, c'est un domaine que je connais très très bien. Donc j'ai un réseau et j'ai voulu justement créer une série qui parlait de cette ville à la vie, de la culture urbaine en Guadeloupe et aux Antilles. Parce qu'elle commence à prendre de plus en plus de place, notamment en métropole. Pas mal de producteurs s'intéressent à nos talents locaux.
Et il y a pas mal d'aspects que beaucoup de personnes ne connaissent pas dans ce milieu-là, notamment comment se faire sa place. Voilà. Et la concurrence, c'est un milieu qui est assez controversé aussi. Donc j'ai voulu mettre tout ça en image. Et voilà, c'est un milieu que je connais très bien. Et voilà, je suis avant tout artiste. J'aime la musique, c'est ma passion dans un premier temps. Et désormais, le cinéma que je découvre. Alors, l'autre question, c'est, vous l'avez dit au début, mais j'y reviens. Plutôt une série qu'un film. Vous auriez pu faire un long métrage ou même un court métrage. Pourquoi avoir choisi la série? Alors c'était pour moi un challenge déjà. Parce que comme je dis, la série, il n'y a pas beaucoup de séries aux Antilles. Surtout des séries qui traitent de ce sujet-là, voilà, la culture urbaine. Et deuxièmement parce que je voulais donner une suite au projet. C'est-à-dire que l'avantage des séries, c'est qu'on peut étaler un projet sur plusieurs saisons. Donc le projet peut vivre entre, je sais pas, entre 3, 4, 5 ans. C'est la manière dont il est programmé, dont il est structuré. Et pour moi, c'était important de durer dans le temps. Donc je me suis dit, nouveau format, nouveau public. C'était vraiment un challenge et une envie aussi de se positionner. Parce que, bon, on a du mal encore à le dire, mais on a cherché pour l'instant une série urbaine aux Antilles, on n'en a pas trouvé. Donc c'était pour moi aussi une manière de planter un peu mon drapeau en disant que voilà, on a potentiellement été les premiers à le faire. On ne va pas le dire fort tout de suite, on va encore chercher. Vous pouvez le dire. Mais voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré au niveau? Parce que quand on fait une série, c'est que peut-être quand vous étiez même habitué à regarder les séries, il y a quelque chose qui vous a inspiré au départ? Oui, alors justement, aux États-Unis et à Londres, il y a déjà des séries qui sont qui traitent de ces sujets-là, notamment une série qui s'appelle Top Boy. Il y a une série récemment qui a été faite en métropole, qui justement a été réalisée par Canal+, qui s'appelle Validé. Toutes ces séries-là m'ont inspiré. Je me suis dit, mais ici on a tout. On a les artistes, on a les décors, on a une culture. Tout ce qui est artistique chez nous, c'est très développé. Voilà, on sort dehors, on voit des graffitis, on a des chanteurs, on a des danseurs. Voilà. On sait faire. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, on a tout ce qu'il faut. Moi, pour moi, j'ai tous les cartes en main, donc je dois y aller. Alors, quand vous avez pris la décision de créer cette série, il faut s'entourer de spécialistes de son, de l'image, maquilleurs, etc. Comment ça s'est mis en place? Comment ça a matché? Alors, dans un premier temps, je ne vais pas mentir, j'avais pas de réseau. J'imagine, j'avais pas de réseau, je connaissais personne dans ce milieu-là. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a donné quelques contacts intéressants, très intéressants, dont Amandine Grange, qui, elle, m'a mis en relation avec des professionnels. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé sur de nombreux projets en local, de très gros projets. Donc, elle a l'habitude de fonctionner avec des grosses productions. Et cet aspect-là, cette carte-là m'a permis d'avoir tous les codes. Ça veut dire qu'elle m'a vraiment donné... Coach, elle a été un coach, quoi. C'était un coach. Elle m'a donné vraiment... On a fait tout ce que les grosses productions font. C'est-à-dire que j'ai dû aller faire un découpage technique, j'ai dû aller écrire tous les dialogues. J'ai dû écrire tous les dialogues. Voilà. Dans l'ensemble, on s'est vraiment comporté comme une boîte de production qui est déjà confirmée, etc. Et de là, petit à petit, de contact en contact, j'ai trouvé l'ingénieur du son, le cadreur, le chef opérateur, le chef lumière, etc. Et il y a des métiers que j'ai découverts. Je ne savais même pas ce que c'était un script. Elle m'a dit qu'il me faut un script, par exemple. Donc voilà, ma culture cinématographique s'est développée très rapidement. Et je me suis retrouvé entouré d'une équipe de professionnels. Donc ça signifie que vous avez aujourd'hui, en dehors peut-être des moyens matériels, de l'argent, vous avez tout ce qu'il faut pour attaquer une série 2. Aujourd'hui, oui, techniquement, j'ai tout ce qu'il faut pour aller sur une deuxième série. Et le script a commencé à être écrit? On est en train de l'écrire, donc on a fini quelques petites choses, mais il y a encore beaucoup de travail. Écrire une série, ça demande énormément de temps et ça demande une équipe aussi. Parce que j'ai commencé le projet tout seul. Maintenant, si on veut faire mieux, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et trouver les moyens aussi. Et trouver les moyens. Parce que je me souviens, ce jour-là, le président de la commission cinéma de la région était là, M. Nelson. Exactement. Le contact a été pris? Oui, on a plusieurs contacts parce que plusieurs médias étaient présents, plusieurs représentants aussi. Voilà.
Donc maintenant, comme je dis, c'est à moi, il reste tout à faire. C'est à moi de mettre la machine en marche. Alors, il faut rappeler que Déterminé est sur YouTube. Hein. C'est ça. Ouais. Il en a accès libre. Exactement. C'est une web série. Oui. Le choix dans un premier temps d'avoir privilégié ce format-là, c'est que justement tout le monde peut y accéder. Oui. YouTube, c'est une plateforme où on peut y aller même sans compte. Oui. Et c'est une plateforme qui est mondiale. Donc moi, mon but, c'était éventuellement de me faire repérer par un Belge, un Canadien. On parle français au Canada, on parle français en Belgique. Donc j'ai fait ce choix-là. Beaucoup de gens n'ont pas compris au début. Il y a eu des retours déjà ? Bien sûr, bien sûr. Ben, l'avantage, c'est que, par exemple, on a une communauté antillaise au Canada qui, voilà, j'ai eu des retours de certains camarades qui sont là-bas, en Belgique aussi, en métropole. Oui. Donc l'avantage, c'est que le spectateur ne paye pas et il a accès au contenu. Et tout de suite, nous, ça nous permet de jauger, de savoir si le support il est viable et si on peut justement aller sur une deuxième saison. Et pour les acteurs, c'est aussi l'équipe est là ? Pour les acteurs, alors c'est vrai qu'on a déjà des acteurs par rapport au casting, parce qu'on a lancé un appel à casting l'année dernière, on a eu des pépites, on a eu des révélations. Donc effectivement, il y en aura qui seront présents sur la saison 2. Maintenant, je pense qu'on va forcément on va ouvrir un nouveau casting pour avoir de nouveaux acteurs. Mon but, c'est aussi de m'étendre sur la Martinique, faut que le projet soit caribéen pour moi. Oui. Voilà, ne pas rester uniquement en Guadeloupe. On a des richesses, on a d'autres paysages. Il y a un petit peu de Margarante quand même dans le prochain ? Bien sûr, pour moi il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est la souche pour moi. Toute mon énergie vient de là-bas. Donc oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, merci d'être venu et j'encourage les gens qui n'ont pas encore vu Déterminé d'aller sur YouTube, de regarder. La dernière question que je vous poserai est la musique aujourd'hui. Ben, la musique pour l'instant elle est en pause, mais très vite j'espère revenir parce que c'est vrai que faire les deux ça me demande énormément d'énergie, de temps. Je dis souvent qu'on ne peut pas être bon partout. Donc j'essaie de canaliser mon énergie sur un projet et après voilà, il y aura un roulement forcément qui va se faire. Ben voilà, un jeune Guadeloupéen qui s'est lancé dans la production d'une série de 5 épisodes. Et vous l'avez entendu, il est parti de rien, à partir d'un accident. Et puis voilà, ça, c'est sur YouTube, vous pouvez regarder. Et on vous dit, Emmanuel, bonne chance. Et puis on attend la série 2. Quand on rentre en mitad, il ne faut pas en faire derrière cases encore. On ne peut pas faire derrière cases encore. Hein. C'est ça, exactement. OK, merci d'être venu. Merci. Voilà, il est 13h55. Le dernier sujet, c'est la cérémonie du SDIS. C'était avant-hier avec une visite du préfet. Reportage sur l'ENFEB, on regarde. Aujourd'hui, c'est une belle journée puisque nous avons eu l'occasion de pouvoir célébrer justement ces sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui œuvrent au quotidien au service de la sécurité en Guadeloupe. Au-delà de ça, nous avons aussi répondu à une ferme volonté du président du conseil départemental qui est de mettre à la disposition du personnel professionnel et volontaire des moyens qui leur permettent justement d'agir au quotidien. L'objectif de la visite, c'est d'abord de faire le point effectivement avec les équipes ici sur place, sur le fonctionnement du SDIS, pour que moi, en tant que directeur des opérations, je puisse avoir effectivement une bonne connaissance effectivement du fonctionnement du service. Avec le président du conseil d'administration du SDIS, on a aussi beaucoup de sujets, vous avez évoqué. Il y a un schéma départemental qu'il faut revoir, là, sur lequel on est en train de travailler. Bon, il y a des sujets de type gestion du réseau d'incendie et de secours, effectivement, vous l'avez dit, qui est interconnecté avec le réseau d'eau potable. Effectivement, compte tenu d'un contexte actuel, ça demande une grande vigilance en termes de capacité opérationnelle, de ressources en eau, etc. Et puis là, on a fait une petite séquence de remise de véhicules, de remise de VSAV. Voilà. Parce que là aussi, il y a un enjeu toujours de renouvellement du matériel. Nous avons réceptionné 7 véhicules VSAV qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire. Une façon de mieux répondre à la forte demande sur le terrain. C'est vrai que c'est peut-être un avantage pour nous, mais nous aurions préféré ne pas avoir plus de véhicules et avoir beaucoup moins d'accidents, beaucoup plus de responsabilités de la part de la population. Mais que voulez-vous, nous sommes un petit territoire et nous devons répondre à ces urgences. Il faut être en capacité effectivement d'avoir des moyens opérationnels et une capacité opérationnelle qui est renforcée pour répondre en plus à des enjeux souvent très lourds en matière de gestion de crise, que ce soit cyclonique, sismique, de submersion, etc. Donc voilà, donc tout ça, ça demande une grande capacité opérationnelle et ça, c'est le travail du SDIS. Voilà, il est exactement 13h52. C'est la fin du ZCL News aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en début d'émission, on a reçu Kelly Polter, responsable de l'association CKB, avec sa chargée de communication Mérédith. On a parlé ensuite avec Eddie Compère, le directeur de Sonis,
et du musicologue Gérard Gros, puisqu'il va avoir dans les jours qui viennent, c'est-à-dire le mercredi et jeudi prochain, un colloque sur la musique, et je vous invite à y aller. Le lendemain, le jeudi, il y aura une masterclass pour les jeunes et pour les gens plus âgés. On a reçu Emmanuel Gann, c'est le réalisateur de Déterminé, une série qui est sur YouTube en 5 épisodes. Et vraiment, je vous invite à regarder cet épisode, les 5 épisodes, parce que ça vaut le déplacement. Sinon, au niveau de l'actualité, on est allé faire un tour du côté du comité de pilotage du PLI, au Nord Grande Terre. Le micro-trottoir était sur l'euthanasie. Vous avez entendu la réponse des Guadeloupéens. Des générales ne sont pas très partisans de la décision de pousser les gens à mourir. Et puis, on est aussi allé à Paris, où il y a une fois de plus un Guadeloupéen, un Antillais a ouvert un petit plaisir, au côté où vous pouvez manger. Il y en a de plus en plus dans la région parisienne, donc pas obligé de manger des frites tous les jours, vous pouvez manger guadeloupéen ou martiniquais dans ce genre de petits restaurants. Et puis, visite du cérémonie du SDIS, les pompiers sont très importants. Je rappelle quand même qu'il y avait aujourd'hui la conférence de presse de l'UTS-UGTG suite à la décision du tribunal administratif de la Guadeloupe de rejeter la demande des soignants qui voulaient être réintégrés. C'est assez compliqué en ce moment, mais demain, il y a une rencontre qui est prévue avec les cliniques privées, et dans les jours qui viennent, eh bien, si les choses ne bougent pas, assurer certains qu'ils commettent en route, parce qu'ils l'ont averti. On a entendu Gabi Kavi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann avec son assistante Njoana. On se retrouve demain. Demain, c'est jeudi, pour une nouvelle édition du ZCL. On vous dit merci, et merci aussi à Emmanuel d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Ciao, bye bye.